Bonsoir, bonjour, salut, bienvenue. Je m'appelle Dan York. Je suis directeur online content au Internet Society. J'habite au Vermont en États-Unis. J'étudie le français. Je parle un peu français. Un peu. Alors, je suis désolé, je parlerai en anglais. And with that, I will switch back to English. Sur ce, je vais maintenant passer à l'anglais. Wait a minute. Excusez-moi, il semblerait que j'ai quelques problèmes techniques. Donc, ma présentation portera sur la façon dont on peut sécuriser le serveur web. Donc, je vais vous fournir quelques informations et j'accorderai un peu plus de temps pour la session de questions-réponses. Vous pouvez poser votre question en anglais ou en français si vous le souhaitez et Victor m'assistera pour lire ces questions. Vous pouvez aussi utiliser l'onglet questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran pour écrire votre question. L'objectif aujourd'hui est de comprendre comment l'on peut au mieux sécuriser le serveur web et le mettre à la disposition des individus qui se trouvent de part et d'autre du monde. Nous voulons bien évidemment assurer la sécurité d'Internet et nous voulons faire en sorte que le contenu partagé soit disponible pour tous, y compris pour les personnes qui ne disposent pas d'un haut débit en termes de connexion Internet. Donc, nous voulons faciliter tout cela en utilisant les normes ouvertes. Je vais donc vous présenter brièvement le projet Open Standards Everywhere, les normes ouvertes partout, et également vous présenter les outils qui sont à notre disposition pour assurer la sécurité des serveurs. Le projet Open Standards Everywhere, les normes ouvertes partout, est un projet qui a été mis au point en 2020 afin de mettre à disposition les documents pour assurer la sécurité du serveur. Internet opère grâce à ces normes ouvertes. Il y a différents protocoles et normes ou standards que nous utilisons à l'heure actuelle pour communiquer. À l'heure actuelle, nous utilisons l'IP, le TCP, l'UDP, l'HTTPS. Nous utilisons ces protocoles à l'heure actuelle lors de cette session sur Zoom pour sécuriser notre communication. Et ceci constitue le soubassement de l'Internet ouvert. Et c'est ce que l'on appelle aussi le mode de fonctionnement d'Internet. Donc, ceci est essentiel pour nous. Maintenant, au sein de l'Internet Society, nous voulons aider à la promotion de ces normes ouvertes qui seront utilisées par tous, lues par tous et déployées par tous et faire en sorte qu'ils soient en accès libre. Nous voulons voir ces normes ouvertes déployées partout. Et nous voulons aussi qu'ils soient déployés au niveau de nos serveurs. Nous voulons que nos sites web servent d'exemple en indiquant à quoi doivent ressembler les autres sites web, de façon à ce que les gouvernements, les entreprises, les organisations, le privé puissent utiliser la dernière version de TLS pour la sécurité de leurs serveurs et nous voulons le faire par nous-mêmes afin de pouvoir dire par la suite, faites comme nous faisons, utilisez les normes les plus récentes et c'est ainsi que nous opérons. Donc, c'est l'objectif de notre projet, et c'est ce sur quoi nous allons discuter au cours des 45 prochaines minutes. Je vous le rassure, cette présentation vous sera partagée ultérieurement. Donc, afin de savoir si nous sommes sur la bonne voie, nous devons utiliser une plateforme de test ou un cadre de test. Et vous avez un cadre de test qui s'appelle internet.nl. Et si vous vous rendez sur ce site, vous pouvez
tester votre propre site web et vous pouvez voir si il est suffisamment sécurisé. Vous allez ensuite obtenir une note ou un score qui vous indiquera dans quelle mesure votre site web est performant. Et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour déterminer le volume de travail qui sera nécessaire pour améliorer votre site web. Et ceci vous permet aussi de faire en sorte que votre site soit le plus sécurisé possible. Donc, le projet se concentre sur la sécurité entre le navigateur et le serveur web. Il s'agit de voir dans quelle mesure ce lien est sécurisé. Donc, entre votre navigateur, ça peut être Mozilla, Google Chrome ou tout autre navigateur. Il s'agit de voir dans quelle mesure la connexion entre le navigateur et le serveur est sécurisée. Il y a beaucoup plus de caractéristiques associées à la sécurité donc, du serveur web, notamment les pages, qui peut se connecter, qui peut avoir accès à certaines de ces pages. Et malheureusement, nous n'avons que 45 minutes, donc vous allez avoir un condensé de ce que l'on peut faire en matière de sécurisation du serveur. Maintenant, le projet que nous avons lancé en 2020 et auquel vous avez tous accès s'est concentré sur 3 axes principaux. Nous avons d'abord créé et déployé des serveurs de référence, donc qui permet aux individus donc, de voir à quoi ressemble un bon serveur web. Il s'agit donc de voir comment ceci fonctionne, de quoi il s'agit. Donc, nous avons déployé des serveurs de référence. Nous avons donc documenté les travaux que nous avons effectués et nous avons continué de servir d'exemple en matière donc, de sécurité de serveurs. Et nous voulons également travailler avec vous pour améliorer la sécurité de vos serveurs web. Vous avez ici donc quelques serveurs de référence qui sont à votre disposition. Mais le plus gros du travail a été la documentation de ces travaux que vous pouvez trouver sur GitHub. Je suis désolée, à l'heure actuelle, cette documentation est malheureusement disponible qu'en anglais, mais nous travaillons à la traduction donc de ces informations en français et en espagnol. Et nous espérons avoir cette traduction disponible d'ici la fin de l'année. Et nous invitons également les chapitres à faire ce travail de traduction s'ils le souhaitent. Lorsque l'on parle donc de servir d'exemple, nous avons donc plus de 25 sites web que nous opérons au nom de l'Internet Society. Nous avons essayé de voir donc, dans quelle mesure nos propres serveurs étaient disponibles et sécurisés. Nous avons donc fait ce travail donc, de recoupement et nous avons ensuite procédé à une amélioration de nos serveurs web. Et donc, vous avez le tableau qui est projeté sur l'écran. On voit les différentes couleurs qui indiquent donc le niveau d'avancement ou de progression de la sécurité de nos serveurs web. C'est pourquoi nous voulons travailler avec vous, avec les chapitres et avec les groupes d'intérêt spécial pour pouvoir ensemble donc, améliorer la sécurité des serveurs web. Nous continuons, du moins donc, ce projet a été lancé en 2020. Nous avons donc obtenu cette documentation en anglais et nous continuons aussi de suivre ce qui se passe dans ce domaine. Et nous avons essayé donc de mettre au point le HTTP3, donc qui est un protocole appelé QUIC, donc qui est standardisé au sein de l'IETF. Donc, ceci est en cours de développement au sein de l'IETF. Et lorsque ceci deviendra une norme, nous allons donc actualiser ces documents de manière à ce que vous puissiez apprendre comment justement
procéder à cette amélioration de la sécurité de votre serveur web. Donc, c'est ce que nous projetons de faire. Maintenant, avant de commencer à aborder les aspects spécifiques de ce projet, je voudrais donc vous présenter 3 types de serveurs. L'un d'entre eux est ce qu'on appelle le serveur auto-hébergé. Et c'est un serveur qui se trouve sur une machine virtuelle qui se trouve donc dans un centre de données, un serveur, et vous êtes donc responsable de la gestion de ce serveur. Vous pouvez donc y avoir accès, modifier des choses, travailler dessus et faire beaucoup de choses. Le deuxième type de serveur est donc celui qui est hébergé chez un hébergeur web. Ça peut être un site tel que wordpress.com ou ça peut être n'importe quel hébergeur web. Il existe des centaines et des milliers d'hébergeurs web. Et l'idée est que vous n'avez pas donc accès, enfin, vous avez accès à ce serveur. Vous ne pouvez donc changer le contenu, mais pas changer la configuration. Et vous avez ensuite le troisième type de serveur que nous appelons donc Content Delivery Network en anglais. Et en français, on appelle ceci un réseau de diffusion de contenu. En anglais, nous appelons cela un CDN, Content Delivery Network, donc qui se trouve avant ou devant le site web. Je vais maintenant vous expliquer un peu de quoi il s'agit et dans quelle mesure ceci est lié aux normes dont nous parlons ici. Si vous avez donc un serveur auto-hébergé, vous pouvez faire donc les modifications dont on parle. Mais si il est hébergé chez un tiers, vous ne pourrez pas apporter beaucoup de modifications. L'hébergeur pourra faire les modifications à votre place. Ce que vous pouvez faire est donc contacter l'équipe de soutien, envoyer un mail. Et souvent, le fournisseur ou l'hébergeur, lorsqu'on leur demande justement d'appuyer le TLS.3, ils répondent que c'est parce que personne n'en fait la demande. Donc, si vous utilisez un hébergeur, vous pouvez donc demander à ce fournisseur donc, de mettre en place les protocoles dont nous allons parler un peu plus tard. Ils ont besoin d'être sollicités pour apporter les modifications nécessaires telles que TLS.3 ou IPv6. Il faut en faire la demande. Au-delà de cela, ce que vous pouvez faire est donc potentiellement configurer d'autres paramètres. Parfois, vous allez devoir donc changer d'hébergeur ou de fournisseur d'hébergement si ceci est nécessaire. L'autre option sera parfois d'utiliser un CDN ou un réseau de diffusion de contenu. Et je vais parler davantage de ces réseaux de diffusion de contenu sur cette diapositive. Dans les années 90, au moment de la naissance des serveurs web, ceci était le mode de fonctionnement. Vous aviez donc un serveur web et les navigateurs. Et le navigateur donc est connecté au serveur web et c'est ainsi que l'on peut avoir une diffusion des informations. Et ce qui s'est produit, c'est que lorsque plusieurs navigateurs essayaient de se connecter au serveur web, le serveur web ralentissait ou cessait de fonctionner. Il devenait donc surchargé ou saturé. Donc, par la suite, on a commencé à utiliser ce qu'on appelle un CDN ou un RDC, un réseau de diffusion de contenu en français. Et ce que ce RDC fait, c'est qu'il donc prend une copie de votre site web et le cache et donc le place au niveau d'autres serveurs. Donc, lorsque vous vous rendez sur www.internetsociety.org, vous ne faites pas cela, vous ne passez pas par le serveur original. Au lieu de cela, vous vous rapprochez donc de ce qu'on appelle un Edge Server, ou un serveur de bord de vitesse, un serveur périphérique.
Donc, vous pouvez être connecté à un serveur périphérique qui se trouve à Francfort, à Nairobi, à Kigali, ou au Cap, ou à New York. Donc, ce serveur périphérique peut se trouver n'importe où dans le monde, en Australie ou ailleurs. Et donc, vous vous connectez à ce serveur périphérique ou à cette copie locale qui vous transmet les informations. Ceci va plus rapidement. Souvent, ces edge servers, ces serveurs périphériques, donc sont reliés par un IXP ou un point d'échange Internet et sont donc le plus proche de vous possible. Le RDC donc permet d'accélérer ou d'améliorer la performance de votre site web et permet aux personnes, aux individus, de se connecter à votre site plus rapidement. Il y a maintenant d'autres avantages associés donc au RDC. Il peut vous fournir donc différents protocoles, même si votre serveur web d'origine ne le fait pas, tels que l'IPv6 et autres. Et le CDN donc, peut appuyer l'IPv6 et permettre aux personnes de s'y connecter ainsi. Il s'agit d'un moyen plus rapide de se connecter. De même pour TLS, DNSSEC, ainsi que d'autres protocoles. Les RDC peuvent également donc, vous aider à éviter certaines taxes. Bon nombre de CDN sont disponibles, de RDC sont disponibles et ne présentent aucun coût. Internet Society, des sites web qui ont travaillé avec Akamai, Amazon CloudFront, Cloudflare, ainsi que d'autres fournisseurs, et vous pouvez donc utiliser ces outils. Je voudrais maintenant donc aborder la question de la sécurité des serveurs, en particulier de TLS. Donc, le TLS, ou le Transport Layer Security, est ce que nous appelions le SSL par le passé. Le SSL a été créé dans les années 90 et est devenu par la suite TLS en 1999 et a gardé cette appellation jusqu'à nos jours. Donc, il s'agit donc du lien sécurisé chiffré. Donc, c'est le chiffrement qui permet donc d'avoir une connexion sécurisée entre le serveur et le navigateur. Vous pouvez donc apporter des changements à votre site web. Et je pense que la première modification que vous devriez faire au niveau de votre site donc, est de faire en sorte qu'il y ait ce TLS ou la mention HTTPS. Et ceci garantit donc de sécuriser votre connexion. Et ceci remplit également l'une des fonctions de l'Internet Society qui vise donc à assurer qu'il y ait un chiffrement pour tous. Et Google, justement, met en priorité les sites web qui utilisent donc le TLS ou la version sécurisée de l'HTTP. Si vous n'avez pas le TLS pour votre site et que vous hébergez ce site vous-même, il y a donc un site qui s'appelle Let's Encrypt, let'sencrypt.org, qui donc offre des certificats gratuits pour assurer la sécurisation de votre site. Si vous utilisez aussi un réseau de diffusion de contenu ou RDC, ceci permet d'apporter une meilleure sécurité. Maintenant, si votre serveur est auto-hébergé, vous avez ici des consignes à suivre pour vous aider donc, à utiliser et à configurer donc, votre serveur auto-hébergé. Vous pouvez le faire avec Apache, Nginx. Nous avons aussi des consignes pour d'autres RDC que vous pouvez utiliser. Vous avez donc des consignes que vous pouvez suivre. Donc, ceci est ce que vous pouvez faire. Maintenant,
si vous avez un serveur avec TLS et si vous utilisez donc le site internet.nl, peut-être que ce site vous indiquera que votre site n'est pas suffisamment sécurisé. Donc, même avec le TLS, il y a des moyens pour sécuriser davantage votre site. Donc, l'un des moyens concerne donc la configuration Cipher Order. Donc, le TLS utilise plusieurs chiffrements ou algorithmes cryptographiques pour passer au chiffrement même. Vous pouvez préciser l'ordre dans lequel vous voulez utiliser ces chiffrements cryptographiques. Si vous y pensez, pour vous donner une autre analogie, je suis en train de parler en anglais, je parle l'allemand et je parle un tout petit peu le français. Donc, si vous voulez discuter avec moi, vous allez vous rendre compte que la meilleure connexion avec moi, pour discuter avec moi, sera l'anglais, parce que c'est la langue que je maîtrise. Ensuite, ce sera l'allemand et enfin le français. Et ainsi, vous savez que si vous devez communiquer avec Dan York, avec moi-même, vous allez devoir d'abord essayer l'anglais ou l'allemand ou le français. C'est dans cet ordre que je peux communiquer avec vous. Donc, ceci est la même chose. Vous pouvez configurer votre serveur pour faire en sorte d'utiliser des algorithmes dans un ordre précis. Et encore une fois, donc des consignes existent donc pour faciliter la sécurisation du serveur auto-hébergé et faire des modifications par rapport au CDN. Voici donc les choses que vous pouvez faire pour sécuriser votre système. Autre chose, vous pouvez accroître la sécurité de votre système avec ce qu'on appelle HSTS. Il s'agit d'une configuration qui consiste à être connecté à mon serveur de façon sécurisée. Ainsi, le navigateur ne pourra pas se connecter au site web qui ne contient pas HTTP. Quelquefois, le serveur peut se dire « Bon, OK, je vais vous donner un système HTTP non sécurisé. » Lorsque cette option est utilisée, la communication sera faite de façon sécurisée et les informations non sécurisées n'auront pas accès à ce serveur. Une fois que vous m'avez connu, vous saurez que pour communiquer avec moi, il ne faut parler qu'en anglais. Vous vous dites, si je veux communiquer avec Dan, je dois parler anglais. La configuration est la langue anglaise. Voici ce que fait ce système. Il s'agit d'une configuration dans votre serveur qui oblige la communication à travers TLS. Après la première visite, la connexion ne se fait qu'avec HTTPS, c'est-à-dire avec une connexion sécurisée. Voici ce que vous pouvez configurer. Encore une fois, nous avons des instructions pour que vous soyez capable de lire ce que vous devriez faire. C'est très facile. Vous pouvez juste mettre une ligne dans le fichier de configuration et cela va se passer. Vous pouvez également, il s'agit d'une configuration très simple, certains RDC ont cette configuration et l'information est contenue ici. Dernière partie à mentionner, il y a d'autres configurations que vous pouvez adopter pour rendre votre serveur sécurisé. On les appelle en tête de sécurité HTTP, des configurations supplémentaires. Quelquefois, cet exercice est très facile. La configuration peut être faite au niveau du serveur dans le fichier de configuration. Et une fois que vous avez redémarré votre serveur, cela marche. Un exercice assez simple. En ce qui concerne la documentation, vous pouvez avoir des suggestions quant aux modalités à suivre.
tout ce que je viens de vous dire est en ce qui concerne le serveur. Alors, comment sécuriser le web? Grâce à DNSSEC, nous avons beaucoup d'informations concernant ce système. La façon la plus simple de comprendre ce système est que lorsque vous accédez au site www.internetsociety.com, le site web demande au DNSSEC l'adresse IP pour le site web de l'Internet Society. Le système DNS va donner une réponse à votre navigateur web et vous aurez la possibilité d'accéder au site web. Il est possible pour quelqu'un qui veut attaquer le site web d'envoyer une mauvaise information pour que vous accédiez à un autre site web. Le DNSSEC sécurise le serveur DNS pour que vous soyez sûr que l'information que vous obtenez est correcte. Voici la fonction principale de DNSSEC. Vous pouvez donc être sûr du contenu que vous essayez d'accéder. Il s'agit des extensions de sécurité DNS. Le défi majeur ici, c'est qu'il y a plusieurs parties, plusieurs choses qui fonctionnent de façon indépendante pour que ce système marche. Vous, en tant que membre de chapitre, pouvez changer votre domaine. Vous avez enregistré votre domaine au niveau d'un fichier ou d'un répertoire qui peut avoir un service DNSSEC ou vous pouvez utiliser un autre fournisseur de services pour fournir l'information DNS. La situation peut se présenter comme ceci. Je suis désolée, cette diapositive est en anglais. Il y a une sorte de répertoire à laquelle vous vous connectez. Il y a également l'opérateur DNS et il y a le système qui opère le répertoire qui est lié à ce système. Par exemple, pour le site web de l'Internet Society, on peut apporter des changements et lorsque ces changements ont eu lieu, l'information est envoyée à l'administrateur du registre. Il y a quelques informations ici qui peuvent vous aider à mieux comprendre. Vous pouvez également trouver des informations dans le GitHub que je viens de mentionner auparavant. Si vous utilisez un réseau de diffusion de contenu, la plupart nécessitent des contenus. Je vais m'en arrêter là et je vais demander à Victor s'il y a des questions qui ont été posées. Victor n'est pas là. Il y a une question qui a été posée. Quelle est la différence entre HTTP 2 et HTTP 3? Une autre question concernant les couches de sécurité. Je vais maintenant vous parler de HTTP 2 et je vais répondre à cette question un peu plus tard et je vais expliquer la différence entre HTTP 2 et HTTP 3. Nous sommes maintenant en train de parler de gens qui essayent d'attaquer le réseau entre votre navigateur et votre serveur. Donc, nous ne considérons que ce niveau d'attaque à titre de discussion. Il existe d'autres types d'attaques au niveau de l'inscription au site web. Il y a des attaques contre vos bases de données. Diverses attaques existent. C'est pour cela qu'il est important de sécuriser votre serveur web. Il y a d'autres éléments qui sont également
important lorsqu'on parle de sécurité, mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Je vais continuer avec ma présentation et je vais en revenir aux questions. On parlait de sécurité. Je veux également parler de disponibilité et rendre votre site web disponible à plus de personnes dans différents pays du monde. Alors, l'IPv6 a été discuté pour longtemps au sein de l'Internet Society et l'IPv7 permet à votre site web de se connecter d'être disponible à beaucoup plus de personnes qui utilisent des réseaux différents. Récemment, en 2020, Apple a fourni des informations comme quoi ils ont trouvé des connexions à leur site web qui étaient beaucoup plus rapides en utilisant l'IPv6 comparé à l'IPv4. Il y a également une augmentation de performance avec l'utilisation de l'IPv6. Pour savoir si vous avez l'IPv6, si vous avez un ordinateur Mac ou un système Linux, vous pouvez utiliser une commande appelée dict. Vous pouvez taper ce que vous voyez ici et vérifier si votre système a un système IPv6. Si c'est le cas, il est très facile de configurer ce dont vous avez besoin. Si vous avez un fournisseur d'hébergement, vous devriez les contacter afin de configurer le système et ajouter l'IPv6. Si vous hébergez vous-même votre serveur, Apache et Nginx peut être configuré facilement. Si vous utilisez un réseau de diffusion de contenu, c'est possible d'ajouter l'IPv6. Une fois que votre serveur est configuré, il faudrait ajouter ce qu'on appelle le 4xA dans le RDC. Ceci va créer une relation avec l'IPv6. Une fois que vous avez fait ça, la connexion à travers l'IPv6 va être possible par des gens qui souhaiteraient se connecter à votre site web. J'ai mentionné le RDC qui permet de fournir l'IPv6 aux sites web qui ne l'ont pas. J'ai 2 sites web chez un hébergeur qui n'utilise que l'IPv4. Dans ce cas précis, l'IPv6 ne peut pas être utilisé. J'ai envoyé des emails, j'ai envoyé ma requête, mais l'utilisation de l'IPv6 n'a pas été possible. Ceci pourrait être possible, mais il s'agit d'un site web avec plusieurs pages à configurer et à modifier. C'est un gros travail à faire. J'ai donc utilisé une version gratuite d'un RDC pour mon site web. Et en ce faisant, je peux fournir une connexion IPv6 pour le contenu de mon site web. J'ai pu faire ceci, même si mon site web ne supporte que la version IPv4. Maintenant, parlons de l'HTTP2. HTTP2 a été créé en 2015. Disons que ça a été standardisé ou normalisé en 2015 pour une connexion rapide et pour assurer une connectivité rapide. En fait, Apple a découvert que la connexion est 2 fois plus rapide ou 1,8 fois plus rapide que la version précédente. HTTP2
est soutenu par tous les navigateurs web et il s'agit d'un changement assez simple dans la configuration de votre web, de votre serveur, pardon. Si vous utilisez un fournisseur d'hébergement, la plupart peuvent l'activer par défaut, mais vous pouvez à tout moment demander s'ils peuvent appuyer la mise à jour. Si vous hébergez votre serveur vous-même, ceci est possible avec Nginx tout en suivant l'instruction qui existe dans la documentation. Pour le RDC, ceci peut être fait par défaut et le contenu est disponible. Voilà comment tout cela marche. Alors, on m'a posé une question liée à HTTP3. HTTP3 est une nouvelle version en phase de normalisation. C'est l'Internet Engineering Task Force qui est en train de modifier en utilisant un protocole dénommé QUIC. HTTP3 est supporté par quelques sites web, mais je ne dirais pas que ça a été mis à jour complètement. En 2021, j'espère que HTTP3 pourrait être utilisé de façon à rendre nos web beaucoup plus rapides et sécurisés. C'est quelque chose que l'on pourrait ajouter à notre site web et que vous tous pourriez utiliser pour votre site web de chapitre. Alors, QUIC est un autre protocole. Nous avons le TCP, l'UDP et nous avons QUIC. QUIC est un protocole de transport utilisé pour assurer la connexion. HTTP3 utilise QUIC. HTTP3 et QUIC pour le site web. J'espère que tout cela est clair. Lorsque vous entendez parler de HTTP3, cela veut dire qu'il s'agit de QUIC. Alors, QUIC inclut le système de sécurité de couches de transport. Il y a deux questions supplémentaires. Une concernant la fiabilité d'un site web est sécurisé et l'autre, quelle catégorie mettons-nous les torrents? Est-ce que ces sites web sont sécurisés? Concernant la première question, concernant la sécurité des hébergeurs de sites, il s'agit de vérifier en vérifiant dans le site internet.nl et là, vous comprendrez le niveau de sécurité de l'hébergeur de site web. S'ils sont concernés par la sécurité, je pense que vous verrez un bon niveau de sécurité. Vous pouvez également trouver les informations de sécurité dans d'autres endroits, mais c'est une façon de vérifier le niveau de sécurité. Concernant les torrents, si j'ai bien compris la question, à savoir la disponibilité de données à travers les fichiers torrent. Si vous avez un serveur quelque part, cela veut dire que vous êtes en train d'assurer le lien, pas à travers HTTP, mais un autre moyen. C'est un petit peu différent puisque vous vous connectez en utilisant le protocole de torrent.
le protocole Quick et le transport, la sécurité de couche de transport pour HTTP3. Je suis presque arrivée à la fin de ma présentation pour les étapes suivantes. Un de vos projets consiste à créer des initiatives. C'est ce que vous allez faire au sein du programme des fondamentaux de l'ISOC. Une chose que vous pouvez faire, c'est d'écrire à propos de ce programme, et une autre initiative pourrait être d'améliorer la sécurité de votre propre serveur web, améliorer la sécurité. Ce qui est bien dans ce cas est que vous pouvez utiliser le site internet.nl pour voir votre score. Peut-être que votre site web est à 54%. Vous pouvez adopter les techniques vous pouvez adopter les techniques discutées pour améliorer votre site web, votre initiative. Peut-être de commencer à 54 et arriver à 96. Ceci démontre bien que vous avez fait des démarches pour rendre votre site web sécurisé. Vous pouvez également faire des présentations pour des organisations, pour le secteur privé, pour les appuyer à rendre leur site web sécurisé. Vous pouvez également écrire des articles, créer des vidéos pour YouTube ou TikTok pour parler de l'importance de l'utilisation de ces normes ouvertes et sécuriser les serveurs web. Voici des exemples d'initiatives que vous pouvez entreprendre. Vous pouvez également avoir d'autres idées, mais voici mes prépositions. Je dirais que l'an dernier, le chapitre de Kolkata a fait exactement cette activité. Ils ont suivi une formation. Ils ont remarqué que leur site web avait une notation de 32%. Ils ont fait un travail remarquable et ont pu accroître la sécurité de leur site web à 100%. D'ailleurs, cet article est disponible sur notre site web. Un travail énorme a été fait pour rendre le site web sécurisé. Et j'ai ouï dire qu'ils ont l'objectif d'organiser des ateliers pour parler des activités qu'ils ont entrepris. Voici un exemple d'initiative qui peut être adoptée dans vos pays respectifs. Vous pouvez également m'envoyer un email à york@isoc.org si vous avez des questions. Il y a une communauté Connect, malheureusement en anglais. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez également accéder à GitHub pour participer. Vous pouvez suggérer des changements, des moyens d'améliorer la documentation et tout cela est possible dans ce cadre. Sur ce, j'aimerais vous remercier et je vais vous donner la parole si vous avez des questions. Merci beaucoup, Dan. Merci beaucoup pour la brillante présentation et aussi pour avoir adressé des questions qui étaient déjà dans la section questions-réponses. Je vais voir s'il y a des personnes avec des mains levées. Pour le moment, je n'en vois pas. Je vois aussi il y a des commentaires dans le chat. Il y a un commentaire de Eric. Bien compris le contenu du commentaire et j'ai bien compris. Je peux voir le commentaire. Nous essayons de rendre
ces présentations utiles afin de vous donner des idées pour qu'ils puissent explorer chez eux. Mais merci pour le commentaire. Merci, Dan. Justement, je ne sais pas si Eric, si vous voulez partager votre commentaire de vive voix, vous pouvez lever la main. Mais comme Dan l'a dit, votre commentaire est bien noté. Et je pense qu'il y a des consignes assez pratiques, que ce soit parce que l'objectif ici, c'est de vous aider. Et Dan, comme Dan l'a dit, son email est disponible. On ne peut pas couvrir, on ne peut pas former techniquement, on vous former techniquement en 1 heure. Donc, c'est une discussion ici, c'est une opportunité de discuter de cette thématique, mais de voir comment ensemble pouvons rendre l'Internet plus sécurisé. Il y a des experts administrateurs de serveurs ici, mais parfois, même ces experts, même ces personnes techniquement chevronnées, n'ont pas le temps de s'assurer que leur serveur répond aux normes requises et justement qu'utilise des normes ouvertes que nous, ensemble à l'Internet Society, nous promouvons. Je ne vois pas d'autres mains levées. Merci Yadja pour le commentaire. And then Eric was suggesting we can have 2 types of, Il y a une suggestion comme quoi on pourrait avoir 2 types. 2 types de webinaires. Dans, s'il n'y a pas, comme Dan l'a aussi bien indiqué, c'est une conversation qui a débuté. Dan est disponible par email, mais aussi il y a une communauté de tous les passionnés des standards ouverts où la conversation peut également se poursuivre. Et s'il y a des choses qui ont été, ou une question ou un point qui n'a pas été approfondi au cours de ces webinaires, ça peut être adressé sur la plateforme Connect ou via email par Dan lui-même. Je vois, il y a une autre. Merci à vous tous pour le travail que vous faites au sein de votre chapitre. Merci également pour votre participation. Un grand merci également pour le travail que vous faites pour rendre le Internet plus fort. J'espère que l'on peut agir, par exemple. Merci pour le travail que vous faites. Je sais que la documentation n'est pas toujours disponible en français. Ceci va être finalisé d'ici peu et être disponible en français et en espagnol. Merci beaucoup, Dan. J'allais justement te passer la parole pour le mot de fin. Il y a quelqu'un qui demandait s'il n'y a pas un groupe Telegram. Nous avons la plateforme Connect. Peut-être il y aura d'autres plateformes. Dan, tu peux commenter dessus. Mais pour le moment, c'est la plateforme Connect. On peut continuer la conversation sur plusieurs plateformes. Nous n'avons pas de groupe Telegram à l'heure actuelle. Merci, Dan. Donc, je te repasse la parole pour 1 minute de mot de clôture. Mais avant de le faire, je vais juste également rappeler, comme j'ai mentionné à l'ouverture, l'importance de réaliser quelque chose
après ce webinaire. C'est l'objectif principal, c'est de vous accompagner à faire un petit changement, ne serait minime, au niveau de votre organisation, au niveau de votre chapitre. Si vous pouvez commencer à implémenter les recommandations de Dan sur votre serveur web ou le serveur web de votre organisation, c'est l'objectif souhaité. Et c'est également la condition requise pour que vous ayez un certificat de participation à ce programme. Donc, c'est le rappel qui est à l'écran, qu'il faut travailler avec le coordonnateur de votre chapitre pour l'implémentation de votre initiative au niveau local. Dan a partagé des idées d'initiative et ma collègue Kelly va également mettre le lien dans le chat qui rappelle un peu ce que vous pouvez faire au niveau local pour soutenir ce projet sur la promotion des normes ouvertes. Donc, sur ce, je vais donc repasser la parole à Dan pour son mot de clôture. J'aimerais vous remercier à vous tous pour votre participation aux activités de l'Internet Society. Merci d'avoir rendu possible la collaboration pour avoir un Internet sécurisé, connecté et fiable. Je suis sûre que vous allez pouvoir améliorer votre serveur web. J'espère que vous pourriez rendre votre serveur beaucoup plus sécurisé. Quelquefois, il est difficile lorsque vous faites le test et si vous découvrez que vous avez un pourcentage assez faible, faites ce que vous pouvez. Quelquefois, il y a des difficultés liées, par exemple, à l'hébergeur de votre site web. Mais je dirais, commencez le travail. Vous pouvez ainsi assurer la promotion de votre site web, du site web internet.nl qui travaille pour tester le niveau de sécurité des sites web. Merci encore une fois et soyez libres de continuer la conversation par email ou autrement. Nous sommes à votre disposition pour rendre Internet plus sécurisé et disponible à tous. Merci. Merci beaucoup, Dan. Merci encore à toutes et à tous pour votre participation active. Et rendez-vous pour l'implémentation de vos initiatives au niveau local. Et à très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, Dan. Bonne soirée. Et merci à nos interprètes pour l'excellent travail. Merci encore pour nous avoir soutenus ce soir ou cet après-midi. Merci.